Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce qu'est une variable aléatoire et à quoi elles servent en mathématiques. Cette vidéo est la première partie d'une série de 2 vidéos sur les variables aléatoires. Dans cette vidéo, nous aborderons des conditions d'ordre général liées aux variables aléatoires, et finalement, on ne fera pas beaucoup de mathématiques. Il n'y aura donc pas grand-chose à apprendre par cœur dans cette vidéo et pas de technique de calcul présentée. Cela me semblait tout de même nécessaire de commencer le cours sur les variables aléatoires par cette longue introduction, car souvent, les variables aléatoires ne sont pas très bien présentées dans les livres de mathématiques, et les élèves ont un peu de mal à saisir cette notion. Du coup, la vidéo va peut-être vous paraître difficile à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, on reprendra un cours beaucoup plus classique dans la seconde partie dédiée aux variables aléatoires. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Une variable aléatoire, c'est une fonction qui sert à modéliser une expérience aléatoire. Pour comprendre comment cela fonctionne, comparons deux expériences de physique. Dans la première expérience, je donne une pichenette à une petite balle pour la projeter en l'air, et je regarde pendant combien de temps la balle reste en l'air. Dans la deuxième expérience, je donne une pichenette à une pièce pour la projeter en l'air et je regarde si elle tombe sur pile ou sur face. Dans les deux cas, je vais m'intéresser à l'influence d'un seul facteur, la vitesse initiale de l'objet quand il quitte ma main, que je vais noter oméga, et que je vais exprimer en décimètres par seconde. Dans le deuxième cas, le résultat de l'expérience relève du hasard. On dit donc que c'est une expérience aléatoire. Dans le premier cas, en revanche, le résultat de l'expérience peut être calculé avec l'aide de formules de physique et de mathématiques. On dit de cette expérience qu'elle est déterministe. Déterministe, c'est le contraire d'aléatoire. Faisons les deux expériences. Pour la première, on commence par lancer la balle en l'air avec une vitesse initiale de 40 décimètres par seconde. On mesure le temps de vol de la balle jusqu'au sol, et on obtient 1 seconde pile. On va donc noter sur un graphique un point d'abscisse 40 et d'ordonnée 1. En fait, nous allons faire cette même expérience pour 100 vitesses initiales différentes, de 1 décimètre par seconde jusqu'à 100 décimètres par seconde. Pour oméga égale 1, on obtient un temps de vol de 0,46 secondes. On place donc sur le graphique un point d'abscisse 1 et d'ordonnée 0,46. Pour oméga égale 2, on obtient un temps de vol de 0,47 secondes, etc., etc. J'obtiens donc un graphique et un tableau de valeurs qui me donne le temps de vol de la balle en fonction de la vitesse initiale oméga. Faisons à présent la deuxième expérience. Comme pour la balle, je vais commencer par lancer la pièce avec une vitesse initiale de 40 décimètres par seconde. Pour une vitesse initiale de oméga égale 40 décimètres par seconde, je constate que ma pièce tombe sur face. Je vais donc dessiner un bâton vert au-dessus de la graduation 40. Dans le tableau de valeurs, comme je n'ai pas la place pour écrire face, je vais écrire 1. Si j'avais obtenu pile, j'aurais écrit 0. Je continue ainsi pour chaque valeur de 1 à 100. Pour une vitesse initiale de oméga égale 1 décimètre par seconde, je constate que ma pièce tombe sur pile. Je vais donc mettre un bâton rouge dans le graphique et un 0 dans le tableau. Pour une force de 2, je constate que ma pièce tombe sur pile, etc., etc. J'obtiens donc un graphique et un tableau de valeurs qui me donnent le résultat du lancer en fonction de la vitesse initiale oméga. Ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que la fonction qui donne le temps de vol de la balle a l'air plus simple que celle qui donne le résultat de la pièce. En effet, elle forme une belle courbe régulière alors que la deuxième fonction est très erratique. C'est peut-être pour ça qu'on dit de la deuxième expérience qu'elle est aléatoire et qu'on ne le dit pas pour la première. Mais si on y réfléchit bien, ces deux expériences ne sont pas si différentes. Dans les deux cas, il s'agit de lancer un objet en l'air, et on les fait toutes les deux dans les mêmes conditions. Deuxième remarque, si je lance ma pièce en l'air avec toujours la même vitesse initiale de oméga égale 40 décimètres par seconde, j'obtiens toujours face. J'ai beau la lancer en l'air 50 fois, elle retombe toujours sur face, et après tout, il n'y a pas de raison qu'elle fasse autrement. Si je lance toujours dans les mêmes exactes conditions, le résultat sera toujours le même. Et cela semble assez logique. Qu'y a-t-il donc de hasardeux dans cette deuxième expérience? Et qu'y a-t-il de si déterministe dans la première expérience? Pour la première, le problème est en fait assez simple. On sait que la balle est un objet de forme sphérique, donc quel que soit l'endroit où on frappe la balle, elle se comportera de la même manière. Pour peu qu'on connaisse la masse de la balle et qu'on néglige quelques effets extérieurs comme la résistance de l'air, la trajectoire de la balle est assez simple à calculer grâce aux lois de la physique et un peu de calcul mathématique. Quand je dis assez simple, c'est peut-être exagéré, mais disons qu'un élève de terminale peut faire le calcul. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce calcul, mais en supposant que la balle est lancée à une hauteur de 1 mètre du sol avec une vitesse initiale de oméga décimètres par seconde, le temps qu'elle va passer en l'air sera donné par la formule racine carrée de oméga au carré plus 2000 plus oméga sur 100. C'est une formule avec une fraction et une racine carrée, mais finalement, elle n'est pas si compliquée que ça. Pour la seconde maintenant, eh bien, j'ai décidé de ne pas faire le calcul. D'abord parce qu'il est beaucoup trop compliqué,
Le calcul va dépendre de la forme de la pièce, de l'endroit où je tape la pièce lorsque mon pouce envoie la pichenette, etc. etc. C'est beaucoup trop compliqué, mais surtout, on s'en fout. Et oui, quand on joue à pile ou face, on ne cherche pas à savoir à quelle vitesse on doit lancer la pièce pour qu'elle tombe sur face, parce que si on joue à pile ou face, c'est justement parce qu'on veut s'en remettre au hasard. La seule chose qui nous intéresse, c'est si la pièce est bien équilibrée, c'est-à-dire si elle tombe avec autant de probabilité sur pile que sur face. Et pour notre pièce, c'est le cas, car si on regarde à nouveau le graphique qu'on a dessiné tout à l'heure, on s'aperçoit effectivement que dans 50% des cas, la pièce tombe sur face, et pareil pour pile. Quant à la fonction mathématique qui donne le résultat du lancer en fonction de la vitesse initiale, en définitive, je ne la connais pas. Je sais que cette fonction existe, car les lois de la physique sont déterminées et sont toujours les mêmes. Je sais que c'est une fonction très certainement complexe, mais je ne cherche pas à la connaître, car la seule chose qui m'intéresse, c'est que pour 50% des paramètres oméga, elle donne 1, et que pour 50% des paramètres, elle donne 0. Je fais donc le choix de ne pas connaître la fonction qui relie les paramètres de mon expérience à son résultat. Ce qu'on appelle une expérience aléatoire, c'est donc une expérience dans laquelle on ne maîtrise pas le lien de cause à effet entre les paramètres de l'expérience et son résultat, ou qu'on ne veut pas les connaître, ou alors qu'on ne peut pas mesurer les paramètres avec précision. Qu'entend-on par ne pas mesurer les paramètres avec précision? Pensez à la météo. On maîtrise parfaitement les lois de la dynamique des fluides qui expliquent la formation des nuages, des vents, anticyclones, etc. Pourtant, on ne peut pas annoncer la météo du surlendemain avec une précision exacte. Ça, c'est parce que pour pouvoir annoncer cette météo, il faudrait pouvoir avoir la température de l'air, la pression, l'humidité, la vitesse du vent en tout point de l'atmosphère et en tout temps. En l'absence de toutes ces mesures, on en est rendu à des calculs de probabilité. C'est pour ça qu'on nous annonce souvent la météo avec un coefficient de sûreté. La météo n'est pas due au hasard, parce que les lois de la thermodynamique sont toujours les mêmes. En revanche, on dit que la météo dépend du hasard, parce qu'on ne peut pas mesurer tous ces paramètres. Revenons donc à notre première question. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Dans le cas de la première expérience, on a trouvé une fonction qui lie la vitesse initiale de la balle à son temps de vol. On a vu trois modes de représentation de cette fonction. Son graphique, son tableau de valeur, et surtout son expression littérale. On dit que cette fonction modélise cette expérience. Dans le deuxième cas, nous avons trouvé une fonction qui lie la vitesse initiale de la pièce au résultat du lancer. Pour celle-ci, nous avons trouvé un graphique et un tableau de valeur, mais pas d'expression. En revanche, nous avons constaté qu'il est possible de mesurer dans combien de cas elle donnait 1 et dans combien de cas elle donnait 0. Quand on peut faire ce genre de mesure avec une fonction, on dit que c'est une fonction mesurable, ou bien que c'est une variable aléatoire. Voilà pour cette vidéo qui est une sorte d'introduction à la notion de variable aléatoire. Pour le moment, on n'a pas encore vu comment faire pour s'en servir en cours de mathématiques, mais il me semblait important de bien passer du temps sur cette notion, qui n'est pas toujours très claire dans l'esprit des élèves. Faisons une petite synthèse de ce qu'il faut avoir compris pour bien démarrer cette leçon sur les variables aléatoires. Première chose à savoir, une variable aléatoire, ça sert à modéliser une expérience aléatoire. Une variable aléatoire, c'est une fonction. La plupart du temps, on ne connaît pas l'expression littérale de cette fonction. En revanche, on sait que c'est une fonction mesurable, c'est-à-dire qu'on sait quelle est la proportion de oméga qui vont donner tel ou tel résultat. Voilà qui conclut la première partie de ce cours sur les variables aléatoires. Dans la seconde partie, nous allons voir comment se servir de variables aléatoires pour modéliser des expériences aléatoires.